BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Absolument, c'est ça, c'est votre argent, c'est ça. C'est votre week-end aussi et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Alors pourquoi exceptionnelle? Parce qu'on va parler de tous les sujets qui ont marqué la semaine et qui auront un impact sur votre argent. On va le faire avec de bons coups de gueule, sans langue de bois. Mais vous le savez maintenant, c'est habituel. Pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. J'adore ce moment-là parce que je souris, parce que c'est le moment que je préfère de l'émission en fait. C'est notre bisu du jour. Voilà. C'est un maître de la stratégie des échecs sur les actions, toujours 5 coups d'avance. C'est pour cela qu'il est gérant Action Européenne à la financière de l'Échiquier. Vous avez compris le jeu de mots? De mieux en mieux là. José Béros pour ça. C'est le seul truc pas exceptionnel dans l'émission. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Comme présentation. Bon, merci d'être venu. Je reviendrai. Ça fait 5 ans qu'on essaye de le faire venir. Il voulait pas venir. On a été obligé de payer. Mais là aujourd'hui, il y a que des bons. Hein. Pour une fois. Exceptionnel. Exceptionnel. Bon, elle était célèbre pour sa connaissance de la santé. Aujourd'hui, c'est aussi une spécialiste de la robotique, c'est ça? Oui, Alice, tout à fait. Alice Labou, vous êtes présidente de Trecento. Des monnaies alternatives aussi. Et des monnaies alternatives. On peut pas tout dire en une fois. Présidente de Trecento Asset Management, une petite société de gestion qui monte. Oui, bonjour, merci beaucoup Marc. Merci d'être venu. Bon, alors lui, on n'a pas pris de jingle, je suis désolé. C'est une faute professionnelle. J'aurais dû mettre un jingle. Il est champion du monde, c'est pas une blague. Il est champion du monde, on vous l'avait dit, il vient régulièrement, année après année, champion du monde de la prévision économique. Donc c'est le français qui cartonne, c'est très bluffant. Christophe Barraud, vous êtes donc chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Vous nous expliquez ce que c'est que ce championnat du monde parce que ça m'épate toujours autant. Alors c'est un classement fait par Bloomberg de manière trimestrielle qui en fait prend en compte tout un tas d'indicateurs, donc une quinzaine sur les États-Unis, un petit peu moins sur l'Europe et la Chine. Et en fait l'idée c'est d'être le plus proche en termes de prévision et ensuite il compile toutes les données et donne un classement. Alors, vous êtes champion du monde depuis 7 ans sur les États-Unis, c'est ça? 4 ans sur l'Europe et 2 ans sur la Chine. D'accord. Qu'est-ce qui vous reste? Vous avez tout là? Il y a encore une zone que vous avez pas? Il y a plusieurs zones, mais là, zones. je pense que vous avez quand même, c'est pas mal là. Mon emploi du temps est bien rempli. Vous recevez des propositions pour être débauché à des salaires incroyables ou pas? Peut-être. Pendant que les autres tournent en rond, font des ronds dans l'eau, elle préside avec talent le cercle des épargnants. C'est Valérie Plagnol. Comment ça va Valérie? Ça va très bien, bonjour Marc. Ça fait plaisir de vous avoir. Vous êtes assise à côté de votre compère et ex-amoureux, puisqu'il nous a raconté ce qui s'est passé au Japon il y a quelques années. Lui, c'est notre ami. C'est vous qui l'aviez dit. C'est notre maître. C'est notre gourou, c'est Emmanuel Le Chypre. Voilà. Ça, c'est la Chine, coucou Panda. Non, mais je me rappelle cette émission qu'on avait consacrée d'ailleurs à la jeunesse de votre relation. C'est ça. Qui était absolument passionnant. Vous voulez que je vous la raconte encore? Bah non. Ce vendredi soir sombre. Allez-y, peut-être quelques secondes. Et on démarre tout de suite par la France avec un petit paradoxe en France que j'aimerais que nos économistes nous expliquent. Alors moi j'en étais encore à tweeter, à me lamenter sur le fait que la France avait toujours un chômage beaucoup trop élevé. Alors 8,8% disaient c'est génial, c'est une baisse incroyable, historique, formidable. 8,8% c'est tout juste nul quand on voit le chômage de nos voisins. Et puis j'ai découvert un truc, j'ai découvert qu'en France il y avait le plein emploi. Voilà, il y a le plein emploi. On n'est pas au Japon, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas aux États-Unis, mais on a le plein emploi, mais c'est le plein emploi pour les cadres avec un taux de chômage à 3,8%. Alors on rappelle quand même que le vrai moyen d'augmenter le pouvoir d'achat en France, donc d'augmenter notre argent, c'est de réduire le chômage. Emmanuel Le Chypre, vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir 8,8% d'un côté, 3,8% de l'autre? Est-ce que ça a comme impact sur l'économie et sur notre argent? D'abord parce qu'il n'y a pas de chômage de masse en France, c'est une expression qui est galvaudée, c'est une impression qui est fausse, et qui est entretenue d'ailleurs par la façon dont l'INSEE, Pôle emploi présentent leurs chiffres. C'est-à-dire que vous avez toujours une 6 millions, toute catégorie. C'est une décomposition. Oui, mais justement, toute catégorie. Ok. C'est quoi ces catégories? C'est les catégories des gens qui travaillent à temps partiel, qui ont eu un job et qui n'en ont plus. On nous les présente comment? Hommes, femmes, oui. Selon l'âge, oui. Selon la région. Exactement. Mais ça masque
la séparation essentielle qui est-ce que vous êtes diplômé ou pas. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de chômage de masse en France. Il y a un chômage massif des non-diplômés. Et c'est ça le truc, c'est que le chômage, dès que vous avez bac+2, bac+3, le taux de chômage, il est de 5%. Par contre, effectivement, quand vous êtes non diplômé, vous avez un taux de chômage de 19-20%. Et c'est ça qui... C'est pas la perception qu'on peut avoir. Hein. Ça, je comprends les chiffres. Je les mets pas du tout en cause, hein, mais les gens disent on est bac+5, on trouve pas de boulot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui, quand vous regardez la vitesse à laquelle, par exemple, les jeunes diplômés bac+4, bac+5 trouvent un emploi, ça se compte en mois. Donc il faut attendre quelques mois. Vous avez quasiment que du chômage frictionnel, c'est-à-dire des gens qui changent d'emploi. Donc il y a, alors vous trouverez toujours des contre-exemples, hein, évidemment. L'autre réalité que ça décrit, donc c'est cette formidable inadéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des besoins qui sont créés aussi par cette nouvelle économie. C'est-à-dire que cette nouvelle économie, elle crée de la bipolarisation sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'elle crée à la fois des emplois plutôt très qualifiés, d'où la forte demande de cadres, c'est incroyable. Et des emplois très peu qualifiés, parce que cette nouvelle économie, elle a besoin à la fois de codeurs, mais elle a aussi besoin de livreurs pour vous livrer tout ce que vous commandez chez vous à domicile. Et donc on a cette bipolarisation, sachant qu'il faut le rappeler. Pourquoi on est les seuls à l'avoir? Parce que quand on regarde les États-Unis, quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde même la Grande-Bretagne et bien évidemment le Japon, les deux catégories se rejoignent. Parce qu'après vous combinez les inconvénients de notre marché du travail, qui sont à la fois un effet de ciseau terrible entre un marché du travail trop rigide, des salariés trop peu qualifiés et un SMIC trop élevé, et qui fait que finalement vous vous retrouvez avec tous ces gens qui n'ont pas d'emploi. Et je rappelle quand même que on est le pays dans lequel on n'est pas non plus capable d'offrir assez de boulot à nos diplômés, puisque vous êtes le pays dans lequel il y a le plus de gens qui sont surqualifiés par rapport aux postes qu'ils occupent. D'accord. Il y a trop de gens en France qui prennent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés, ce qui a un autre effet pervers, c'est de rejeter encore plus dans le chômage les gens qui sont peu qualifiés. C'est comme vous êtes surqualifié pour ce poste, on le voit avec votre démonstration. Non, moi c'est tout le contraire, moi. Valérie, c'est pas mal ce qu'il a dit là. C'est assez clair. Il y a quelque chose à rajouter de votre côté? Non, effectivement, c'est la combinaison un petit peu. Il a été bon là. Il est toujours bon. Non, pas toujours. Franchement, parfois il est moyen, mais là il a été très bon. Mais il est. Non, on est vraiment sur cette problématique. On a maintenant aussi des études pour l'avenir qui nous montrent qu'effectivement cette polarisation va continuer compte tenu de l'arrivée de l'intelligence artificielle, du développement, avec une transformation des métiers remarquable. Moi, c'est ce qui m'interpelle dans ce qu'a dit Emmanuel, c'est-à-dire que même les cadres, il faudra continuer à se former. C'est pas seulement la formation à l'école, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes quand même qui sont au chômage, mais c'est la formation au cours de la vie pour s'adapter effectivement à ces nouvelles technologies, et ça arrive à l'horizon de 10-15 ans. Et donc, attention, il va parler. Non, juste pour dire qu'il ne faut pas occulter ce qui est quand même la meilleure nouvelle de la semaine, c'est le bond de l'apprentissage en 2018. C'est-à-dire qu'on dit, c'est la formation, l'apprentissage, tout le monde dit que c'est une des clés pour arriver à sortir. En tout cas, ça a été une des clés de cette problématique. Et on voit qu'effectivement, il y a peut-être une pompe qui est en train de s'amorcer du côté de l'apprentissage, et c'est vraiment une bonne. Vous reconnaissez que c'est une des clés du modèle allemand? Bien sûr, mais c'est certain, c'est absolument certain. Le lien entre les entreprises et les écoles font que justement ces personnes en France qui sont parfois qui ont du mal à avoir des diplômes, en Allemagne en fait ont l'opportunité d'aller faire des stages, de travailler très rapidement, même s'ils n'aiment pas particulièrement l'école au quotidien, mais d'obtenir des diplômes, d'être intégrés dans l'entreprise et donc de créer de l'emploi. Et c'est une excellente nouvelle, ça je suis d'accord avec Emmanuel. Et José baisse les yeux parce qu'il veut surtout pas être interrogé sur ce thème, mais je vais quand même lui demander, vous êtes en contact quasiment tout le temps avec des entreprises. Vous ressentez aujourd'hui cette dichotomie, c'est-à-dire ce besoin, notamment dans le secteur informatique, on en parle souvent, on dit ils n'arrivent plus à recruter, ça limite leur chiffre d'affaires. Vous ressentez tout ça? Oui, absolument. Alors c'est vrai que quand on discute avec les chefs d'entreprise, il y a ce sujet qui devient de plus en plus un problème. Alors pas uniquement en France, hein, c'est un sujet qui est globalement pan-européen, avec, comme le disait Emmanuel Le Chip tout à l'heure, des problématiques un peu différentes pays par pays. En France, par exemple, effectivement, le secteur des services informatiques, c'est un secteur
avec des problématiques de recrutement. Une chose est de recruter, après il faut être capable de garder les gens, de les intéresser à un certain projet, etc. Mais ça devient un sujet. Donc il y a des pressions sur les salaires. Il y a ce secteur donc des services informatiques, mais pas que, l'hôtellerie, la restauration, tout un tas de business qui nécessite beaucoup de main d'œuvre. Ça devient effectivement un sujet. Avec un sujet intéressant parce que les analyses sur certaines boîtes nous disent globalement on limite nos projections de chiffre d'affaires non pas parce qu'il n'y a pas de demande, mais parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens. Il faut être très clair aujourd'hui. Le principal frein à la croissance en France, c'est pas un problème de carnet de commandes, c'est pas un problème d'insuffisance de capital, de machines, d'informatique, etc. Le vrai frein à la croissance, c'est le manque de capital humain aujourd'hui. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, le vrai frein à la croissance, c'est le fait de ne pas trouver d'emploi aussi pour les gens qui ne sont pas qualifiés, non ? Absolument. Aussi. Christophe ? Je trouve que moi, personnellement, que c'est un véritable enjeu économique, mais aussi social, parce que si on regarde en fait la tendance juste sur les 30 dernières années, le taux de chômage des personnes non qualifiées par rapport à celles qui avaient plus qu'un bac plus 2, et c'était à peu près le double. Aujourd'hui, c'est le quadruple. Donc ça montre bien la fragmentation entre les deux, et un petit peu, ça explique aussi les tensions sociales qu'il peut y avoir aujourd'hui entre des gens qui trouvent pas de boulot ou sont très mal payés et vont être dans un climat un petit peu anti-élite, et des gens qui sont quasiment en plein emploi, quoi. Donc ça explique aussi la fracture sociale qu'on a aujourd'hui. Vous avez des prévisions, vous, sur le chômage ? Vous faites ça aussi ou vous faites que... Ouais, on fait un petit peu sur Et le chômage en France, vous le voyez où ? Quasiment stable en fait sur 2019. Ah bon ? Pour la simple et bonne raison que la croissance va ralentir, sera en dessous de son potentiel, et on aura encore le creusement un petit peu des deux mondes. On prend tous des notes. Et sur la croissance ? On en profite, vous êtes là, on vous pose toutes les questions. C'est une des rares zones où on est en ligne avec le consensus, donc 1,3, donc qui est un peu en dessous des objectifs du gouvernement, je crois que c'était... Mais qui est plutôt au-dessus il y a beaucoup de gens qui sont en dessous maintenant. Si on regarde ce qui est réaliste comme prévision... Non, je fais un 3. Un 3 aussi, ça fait un moment. Oui, alors c'est-à-dire que si on regarde ce qui est réaliste, c'est-à-dire que si on considère qu'on fait par exemple 0,3 à 0,4 points de croissance au cours de chacun des trimestres de 2019, on arrive effectivement à 1,3. Donc, on peut considérer que c'est déjà une fourchette déjà pas mal, haute. Ouais. C'est le haut de la fourchette. C'est pas terrible. Après, si jamais le rebond est plus fort que prévu, admettons que les prix du pétrole baissent encore plus que prévu, etc., on peut éventuellement pousser à 1,5, mais a fortiori, mais à contrario, de l'autre côté, le bas de la fourchette, c'est plutôt quelque chose autour de 0,9 ou 1. En gros, l'idée, c'est de se dire que quel est le scénario central ? On sait que les risques sont plutôt à la baisse, mais on sait aussi que s'il y a des tensions encore plus en France, il sera obligé de dépenser encore plus, ce qui ira dans la conso et ce qui soutiendra un petit peu l'économie. Allez, on en vient à un thème qui inquiète les marchés, les gérants nous le diront, et pourtant c'est un thème qu'il faut totalement oublier, c'est la dette des États. Oui, Let's Dance, pour fêter ça, un tabou vient de tomber. Alors inutile de vous angoisser, messieurs et madame les gérants, c'est fini, ce n'est plus un problème. Il paraît que la dette mondiale n'est plus un problème. On peut vivre et très bien vivre avec une dette d'État massive, surtout à ces niveaux de taux d'intérêt. J'ai lu une floraison d'articles dans la presse, notamment anglo-saxonne, depuis quelques semaines. Valérie Pagnol, vous êtes la spécialiste, entre autres, du Japon, qui vit avec une dette monstrueuse depuis des années. En fait, on a tort de s'angoisser pour ça, non ? Je ne crois pas. Non, juste quelques éléments quand même. Effectivement, la dette des pays développés, c'est de ça dont il est question, n'a jamais été aussi élevée depuis la fin de la guerre. On n'est même pas en guerre et on a accumulé une dette colossale. Alors effectivement, le Japon, 240%, 40% 240% du PIB. Du PIB, pardon. Et nous, on est à 100%. Voilà, nous, on est à peu près à 100. 40% détenus par la Banque du Japon. Que se passe-t-il ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas de limite. On sait très bien, Rogoff, au moment de la crise, avait sorti son fameux bouquin avec Carmen Reinhardt, disant 90% c'est un seuil infranchissable. On sait quand même, et on le voit avec l'Italie, qu'au-delà d'un certain seuil, le coût de la dette, lorsqu'il augmente, pose vraiment problème. Sauf qu'il n'augmente pas. C'est ça les raisonnements. Alors, il n'augmente pas parce que, alors ça c'est l'article notamment, et une très belle étude d'Olivier Blanchard récemment, qui nous dit, mais lui n'encourage pas à prendre plus de dette. Non, mais ils disent... Normalement, vous êtes dans une situation où quand les taux d'intérêt sont inférieurs à la croissance nominale, vous pouvez réduire votre dette plus facilement. Il dit, faites-le. Implicitement, moi j'en conclus qu'il vaudrait mieux le faire. Le seul pays, ou les deux seuls pays que je connaisse qui l'ont fait récemment, c'est l'Allemagne et la Suisse. Peut-être trop, peut-être on leur fait reproche aussi de l'avoir fait, mais en l'occurrence, on se retrouve quand même avec
plus de marge de manœuvre. On le voit, à chaque fois que le gouvernement doit prendre des mesures, c'est quand même problématique. Et on a des plans d'investissement qu'on ne peut pas réaliser. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de limite. Krugman aussi dit aux Américains et aux démocrates, allez-y, ne soyez pas ceux qui épongent les bêtises qu'ont fait les Républicains. Ça se comprend dans une alternance politique. Faites de l'infrastructure, faites ce qu'il faut, mais en même temps, on est vraiment sur des points critiques. Emmanuel ? C'est vrai que d'abord, il n'y a pas dans les travaux théoriques ou dans l'histoire de seuil fatidique de la dette. Effectivement, on n'arrête pas d'en passer. On l'a dit, le Japon c'est 250% et ça va bien. L'Argentine c'est moins de 60% du PIB et ça va bien. Après, vous avez des problèmes théoriques. Est-ce que ça a du sens fondamentalement de ramener un stock à un flux, c'est-à-dire en gros de ramener un stock de dette à un flux de création de richesse annuelle? C'est ce qu'on fait pour les entreprises. C'est ce qu'ils font eux pour les entreprises. C'est ce qu'on fait pour l'épargne des Français, enfin l'endettement des ménages. Après, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre dette? C'est-à-dire qu'en gros, si c'est de la dette qui, effectivement, aujourd'hui, si on augmentait cette dette pour financer des vrais projets d'investissement, mais enfin ça, c'est un peu le serpent de mer, parce qu'effectivement, alors là, pour le coup, puisque vous parlez des logiques d'entreprise, quand vous êtes dans une entreprise, quand vous empruntez à 1 ou 1,5, vous vous dites que ça doit quand même pas être si compliqué que ça de trouver des projets qui ont une rentabilité assez nettement supérieure à ces 1 à 1,5. Donc là, c'est pas idiot, effectivement, de s'endetter. Mais est-ce qu'on est dans cette logique pour les États? Tout dépend du pari que vous faites sur l'évolution, de l'inflation. Vous dites durablement, il y en a quand même pas beaucoup. Et puis 2, est-ce que les taux d'intérêt à long terme risquent de monter ou pas? Parce que effectivement, tant qu'on est dans tout le monde est d'accord pour dire que tant qu'on est dans cet environnement, jusqu'ici tout va bien, mais c'est absolument pas. Depuis le temps qu'on dit que ça va remonter et que ça remonte pas. Oui, sauf que le premier poste du budgétaire, c'est le remboursement de la dette. Oui, je comprends. Même à ces niveaux de la dette, il faut se rendre compte que la dette aujourd'hui, à 100% du PIB en France, ne nous coûte pas plus cher. C'est ça, c'est complètement dingue. Quand on avait 20% du PIB dans les années 70. Donc ça, c'est vrai. La question, c'est est-ce que les taux... En fait, la seule question qui compte, c'est est-ce qu'on envisage à un horizon raisonnable une forte remontée des taux d'intérêt à long terme, et quand vous combinez la conjoncture et les tendances structurelles sur la démographie, sur les allocations de portefeuille, sur l'analyse des niveaux d'épargne dans les grands pays du monde, etc. Parce qu'aujourd'hui, il est en forme. Vous dites aujourd'hui, le risque de remonter des taux longs, il est quand même pas majeur. Je me tourne vers les gérants. Pour une entreprise, vous, ça vous choque quand on parle de ça pour les États? Parce que dans une entreprise, vous dites globalement, il y a un niveau d'endettement qu'il ne faut pas dépasser. Bien sûr. Pour une entreprise, bien évidemment. Juste pour revenir 2 petites secondes sur la dette des États, c'est vrai que quand on regarde en fait le marché aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'inquiétude. En fait, il suffit de regarder le niveau des taux d'intérêt en Europe. On est quand même sur des niveaux historiquement bas, quels que soient les pays. Je parle même pas du boom en Allemagne, etc. Mais c'est vrai que les marchés ne sont pas inquiets. Ce n'est pas une source d'inquiétude des marchés financiers. Vous posez pas de questions sur le sujet, vous? On se pose vous dites la France passe 100% du PIB. Quand vous regardez les entreprises françaises, vous dites bon, c'est pas un sujet pour l'instant. C'est pas un sujet pour l'instant. C'est pas un sujet pour l'instant. Si on remonte une dizaine d'années en arrière, donc c'était, je crois que le niveau d'endettement de la France était plutôt à 70 ou 80% avant la grande crise. Bon, est-ce que on avait des problématiques qui sont totalement différentes d'aujourd'hui? Est-ce qu'on disait il y a 10 ans, tiens, la France, il faut investir. Il y a véritablement, je pense, psychologiquement, il y a eu un changement psychologique. Merci l'euro pour les pays faibles, oui. Il y a eu un changement psychologique au niveau des marchés qui est très important. Maintenant, au niveau des sociétés, c'est complètement différent. Bien sûr. Il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette, et puis là, pour le coup, il y a un niveau de dette qu'on pourrait qualifier de quasiment infranchissable. Alors globalement, quand on est à 3-4 fois l'EBITDA, donc on va dire le résultat opérationnel retraité, ça commence à devenir des niveaux de leverage qui sont significatifs. Alice, ça vous inspire quoi? L'être humain a inventé l'argent, donc ensuite il a inventé en même temps la dette. Donc maintenant la question c'est jusqu'où on peut aller. Moi je suis quand même vraiment d'accord sur le sujet. S'endetter c'est bien au niveau des États, mais il faut vraiment que ce soit pour financer des projets créatifs de valeur et pas juste électoraliste pour faire plaisir à une population qui est dans une situation en partie difficile. C'est-à-dire qu'il est quand même fondamental on le voit dans aucun grand pays
En Chine, ils dépensent pour. Oui, en Chine, moi j'en parlerai après. Pour les infrastructures, mais aux États-Unis, c'est pas le cas vraiment. Alors qu'il y aurait des tas de trucs à faire. Les Allemands, ils ont des oursins dans les poches, donc pour le moment, ils veulent pas. Quelle caricature. José, intervenez, il est reparti sur son truc. Et nous, on n'investit pas. Et on n'arrive pas à baisser les impôts. José, vous vouliez dire quelque chose? Ouais. Non, je pense que la question, c'est est-ce que c'est pas un problème pour les investisseurs plutôt? À mon avis, c'est véritablement ça la question. Quand on a le niveau de rendement actuel... c'est ce que dit notamment le gouvernement, enfin des membres de la Bundesbank qui disent on est en train de tuer les retraités. Vous avez votre chapitre sur les taux négatifs ou pas? Oui. Après on va y passer. Justement, on va parler directement des taux. Votre anticipation par rapport à ça, par rapport à la dette sur les taux d'intérêt? C'est-à-dire par rapport à qu'est-ce que ça reflète Oui, exactement. L'idée, c'est que ça reflète, à mon avis, plutôt quelque chose de négatif, qui est une révision à la baisse de toutes les prévisions croissance, inflation, que ce soit sur le court et le long terme. Ça, c'est la première chose. Et la différence aussi aujourd'hui, c'est la place des banques centrales là-dedans. Parce que c'est ce qui a tout changé et qui fait qu'aujourd'hui, les niveaux de dette qu'on peut voir, on les voit parce que vous avez quelqu'un qui va racheter votre papier à n'importe quel prix. Et c'est les banques centrales. On n'a plus de marché de la dette. On peut dire ça pour les gens on peut dire qu'il n'y a plus de marché, il n'y a plus d'offres et de demandes. C'est un marché régulé. C'est même pas un marché régulé, c'est un marché qui est totalement manipulé. C'est-à-dire que les taux aujourd'hui, quand on voit par exemple la crise en Italie, on voit les taux italiens. Nous, on n'avait pas, même les vieux, on n'avait pas l'habitude de ça. Nous, on avait des dévaluations, on avait. Je vous regarde pas, Valérie, je parlais de moi. Donc ça, c'est quand même un monde nouveau. On n'a plus de marché de la dette. C'est un vrai, c'est le gros game changer des 10 dernières années. Et au tout début, c'était simplement la Fed, puis maintenant la BCE, puis la Banque centrale du Japon, puis sûrement la Chine qui va s'y mettre, etc. Donc on peut rester dans cette situation où il y a des niveaux de dette qui montent encore 10 ans, 15 ans, jusqu'au jour où on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait des banques centrales? Est-ce qu'il n'y a pas un focus différent qui va arriver? Et à ce moment-là, tout le monde se dira peut-être, on a fait peut-être quelques excès. Emmanuel, les taux négatifs, c'est parti. Ouais. C'est-à-dire on en parlait en 2016-2017 en se disant c'est une parenthèse, puis on avait l'impression qu'avec le rebond de l'inflation et de l'économie c'était fini, et puis là c'est reparti, juste le stock d'emprunts d'État à taux négatif a bondi de 21% depuis octobre. Parce que on voit bien que le régime de croisière entre guillemets c'est un régime de taux d'intérêt quasiment nul. C'est-à-dire qu'en gros on a eu cette bouffée de croissance et d'inflation qui a un petit peu poussé les taux à la hausse, et puis on voit que et puis on voit que tout de suite on retrouve un niveau de taux négatif. Taux négatif parce qu'on l'a dit, parce que pour des raisons structurelles, il y a des gens qui ont besoin de toute façon d'acheter de la dette. Il y a des anticipations d'inflation revues en baisse, de croissance aussi. Il y a les risques géopolitiques qui font que vous avez quand même toujours envie d'acheter de la dette publique. Et effectivement, on voit bien les effets pervers que ça va avoir. Parce que moi, ce qui m'inquiète moins, c'est pas tellement les dettes publiques et les niveaux qu'elles atteignent, c'est qu'aujourd'hui, on commence à voir, il y a toute une littérature qui se développe parmi les économies sur tous les effets pervers de ces taux. Donc on avait déjà parlé on en a parlé beaucoup à des l'époque. mauvaises allocations on en parlera d'investissement et ça pose des vrais problèmes. Et il y a un autre sujet qui devient un sujet majeur aujourd'hui, notamment dans la littérature américaine, c'est que ces taux zéro qui ont facilité le crédit, ils ont accéléré la fabrication de positions dominantes de tout un tas d'entreprises dans beaucoup de secteurs, et vous avez un niveau de concentration des marchés aujourd'hui aux États-Unis qui est absolument important. Valérie ? Alors derrière ça, il y a pour l'instant, oui, c'est pas très bon, mais ça rejoint notre sujet sur la dette. C'est-à-dire que derrière ça, il y a les banques centrales. Il y a jusqu'à présent une confiance dans les monnaies, dans les grandes monnaies, et l'euro en fait partie. Et on disait avec Manuel, merci l'euro, merci le parapluie allemand, parce qu'on est sous ce parapluie-là, en tout cas nous, les Français. Et c'est vrai que... Merci le parapluie allemand, vous avez entendu, Emmanuel. Non, mais c'est clair. Et on bénéficie de cette situation pour le moment. Non, c'est pas ça. Non, c'est bon. Mais non, c'est pas la question, c'est quand on dit merci. Valérie. C'est qu'on en est là à cause de l'euro, sauf que si on avait eu notre monnaie nationale, je peux vous dire qu'on n'en serait certainement pas à ce niveau de dette. Alors plus à très court terme, le revirement de la Réserve fédérale, l'arrêt, n'oubliez pas quand même, elle est en train de nous dire qu'à 3 800 milliards de dollars d'encours dans son bilan, elle va plus pouvoir rien faire. Donc, elle va garder de la dette et elle va monétiser une grande partie de cette dette. Ça veut dire que la normalisation à laquelle on avait cru... C'est mort. Voilà. Bon, on va se retrouver en deuxième partie de l'émission avec un thème spécial. On va vous expliquer comment placer votre argent et où mettre votre pognon.
Cap Valeur, c'est un groupe à taille humaine, avec 20 ans d'expérience dans l'investissement immobilier. Nous recherchons le meilleur point d'équilibre pour utiliser votre impôt en vue de financer votre retraite ou les études de vos enfants. L'empathie est une de nos valeurs essentielles. Cap Valeur, c'est une association réussie pour vous accompagner dans toute la chaîne de l'investissement, en totale autonomie et indépendance. Nos experts vous apportent un service personnalisé et l'humain est au cœur de notre développement. Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. À Paris, 96.4. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. À Bordeaux, 107.3. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Toulouse, 107.2. BFM Business, la radio de l'info économique et financière. BFM Business. La France a tout pour réussir. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour cette deuxième partie d'une émission absolument passionnante. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Le Chiffre a travaillé ses sujets et il sait de quoi il parle et il dit des trucs franchement absolument incroyables. La semaine d'avant, je suis meilleur la semaine d'après. Ouais, souvent en fait. Ouais, en fait, dès qu'il se repose, il est très bon. Elle n'a pas besoin de se reposer, elle est toujours très bonne. C'est Valérie Plagnol, toujours excellente. Christophe Barrault, qui est champion du monde toute catégorie. Alice Labouze, qui est championne du sourire et de la gestion. Et José Béraud, qui fait un très bon démarrage, hein, Emmanuel, pour un bisou. Ah, moi je l'attends sur l'allocation d'actifs là. Mais vous le trouvez bon? Il a fait son tour de chauffe là. Maintenant il va falloir. Non mais il a parlé de macroéconomie, genre il ne connaît rien. C'était pas mal. C'est pas mal. Alors on va prendre comme thème, on s'est dit on va parler de pognon parce que l'émission c'est votre argent, c'est pas votre macroéconomie et on se demande quelle est la bonne allocation d'actifs pour gérer son argent dans cette période. Ben oui, money, pas facile de gérer son pognon, quel que soit le moment, quel que soit le montant, la preuve, le placement préféré des Français. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Je vous le donne en mille. C'est un non-placement, c'est le compte courant qui rapporte 0. Viennent ensuite l'assurance vie en euros, le livret A qui rapporte 0,75% seulement, avec un nouveau record, 4 milliards d'euros, vous m'avez bien entendu, c'est 4 milliards d'euros collectés sur le livret A pour le seul mois de janvier. 4 milliards d'euros, l'année dernière, on a fait 12 milliards pour toute l'année. 4 milliards d'euros, toujours l'immobilier bien sûr, et on nous explique d'ailleurs, et c'est pour ça que j'aurais besoin de l'avis des économistes, que si les gens mettent leur argent sur des placements sans risque, c'est parce que notamment le livret A, c'était à cause de la crise des gilets jaunes, donc il faut y aller. Donc aujourd'hui, l'allocation d'actifs, ça consiste à se dire, quand on a de l'argent, où est-ce qu'on le met ? Est-ce qu'on le met dans l'immobilier ? Est-ce qu'on le met dans des placements avec du risque, sans risque ? Est-ce qu'on le garde en cash ? Aujourd'hui, les Français font un truc qui est incroyable, ils vont dans l'immobilier, bon ça c'est normal avec les taux bas. Par contre, ils ne prennent absolument aucun risque. Ils sont sur le compte chèque, ils sont sur le livret A, ils sont sur l'assurance vie en euros. Ça vous inspire quoi, José Béraud ? Vous qui êtes en permanence en train de chercher des idées d'investissement en fait. Absolument. Ce que vous dites, c'est pour moi une grande anomalie en fait. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple de l'assurance vie avec le compte en euros. C'est-à-dire le rendement aujourd'hui du compte en euros, on est certain d'une chose, c'est qu'il va baisser. Dans les 5 à 10 prochaines années, ce rendement va baisser. Aujourd'hui, il est autour de à peu près 1,5, 1,6%. 1,6, ouais, c'est ça en moyenne cette année, mais avec des contrats en euros qui font de 60, de 80. Voilà. Rappelons-nous, il y a 5-6 ans, c'était plutôt autour de 4,5, 5%. Donc la chute, elle est quand même extrêmement rapide. Et je suis sûr d'une chose, on peut évoquer la macroéconomie, etc., mais je suis certain d'une chose aujourd'hui, et il faut que les gens le sachent, c'est que ce rendement de leur compte en euros va baisser à coup sûr. Et donc aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose, c'est que c'est une anomalie. C'est une anomalie, mais c'est une anomalie. Les gens continuent à investir et à mettre de l'argent dans des comptes en euros. Avec la certitude de quasiment perdre de l'argent à terme, si vous voulez. Donc, dans un monde avec des taux d'intérêt aussi bas, c'est sûr qu'il faut avoir une autre allocation d'actifs. Je ne dis pas qu'il faut, faire le grand virage à 180 degrés, mais au moins, il faut commencer à reprendre un peu de risque. De façon prudente, de façon modérée, c'est une certitude, mais il faut commencer à reprendre du risque. Est-ce qu'il faut aller vers de la dette d'État ? On en a parlé. Chacun aura son avis, mais vu les rendements, c'est quand même un peu compliqué. Donc vous dites quoi ? Vous dites d'aller sur la bourse ?
Sur la dette des entreprises, là, il va falloir être extrêmement sélectif, puisqu'il y aura certainement des taux de rendement qui, là aussi, ne correspondent pas, pour nous en tout cas, au niveau de risque des entreprises. Donc pour nous, le seul moyen à terme de gagner de l'argent, c'est de revenir en bourse. Les Français sont... alors je n'ai pas de statistiques extrêmement précises, mais 8%. Pardon ? 8%. Voilà. Donc c'est extrêmement faible. Et encore 8%, ça tient compte de l'actionnariat salarié. C'est-à-dire que si on enlève ça, en fait, il y a 3 millions d'actionnaires. Enfin, ça, vous connaissez, on demandera. Voilà, il y a quasiment plus rien, en fait, quand on compare ça avec les États-Unis, l'Angleterre ou d'autres pays. Les Français n'investissent pas en bourse. Il faut revenir en bourse, surtout quand on a un horizon d'investissement qui est de 5, 10 ou 15 ans. Alice Labou, Emmanuel vient de toucher son bonus, vous lui conseillez quoi? Alors déjà, Emmanuel, je lui explique qu'il n'y a pas de rendement sans risque. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il est très difficile de gagner de l'argent sans prendre de risque. Donc après, la deuxième chose que je lui dirais, c'est qu'il faut diversifier son portefeuille. Il faut évidemment pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça inclut aussi le fonds en euros ou le livret A ou le dépôt sur son compte personnel. Troisièmement, évidemment, ça dépend de votre temporalité. Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Vous voulez placer l'argent? Est-ce que c'est 20 ans? 30 ans? 30 ans, il a plus de temps, 30 ans. Oh, il est jeune, Emmanuel. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'a priori, quand même, il n'y a rien de mieux pour gagner de l'argent que les marchés financiers, à condition, donc la bourse action, à condition que l'on accepte de subir des variations de cycle et donc des moments où il y a des baisses. Quand même. Vous comprenez que pour des gens dont c'est l'économie totale, se dire, bon, quand ça prend moins 20%, on n'est pas à l'aise. Je comprends, mais en fait, tout ça, c'est une question de formation, c'est une question de problématique économique à l'école. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas vraiment aux gens l'économie, les grands sujets, et c'est dommage, et on le paye tous collectivement, et les gens le payent eux-mêmes. Ça vous inspire quoi d'un point de vue macroéconomique, l'allocation d'actifs aujourd'hui, en fonction de ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si on vise sur du court terme, on va dire jusqu'à la fin du premier semestre, moi je suis plutôt très prudent, sachant le rallye qu'on a eu sur les actions et surtout les actions américaines. Je pense que le marché avait baissé de manière extrêmement significative fin d'année, amplifié par tout un tas de mouvements, fonds CTA, etc. Enfin, tous des fonds un petit peu, je dirais, spéculatifs qui vont jouer un trend. Il y a eu un renversement, on l'a vu sur leur positionnement début d'année. Mais si on regarde vraiment 2 choses, à savoir la macroéconomie d'une part et les earnings, donc les résultats à venir des entreprises. Alors sur la macroéconomie, moi je suis plutôt beaucoup plus pessimiste sur le consensus partout, quasiment, à part peut-être la Chine et la France. De petites exceptions. Je pense aussi que le marché est extrêmement complaisant, que ce soit sur le potentiel accord commercial États-Unis-Chine ou que ce soit sur le Brexit. Aujourd'hui, on vous dit on aura un accord États-Unis-Chine et il n'y aura pas de Brexit. Je trouve que c'est assez optimiste. Et si on regarde maintenant les earnings et surtout les résultats des entreprises aux États-Unis, moi je vise une récession première partie de l'année. Donc, première partie de l'année. C'est-à-dire T1, T2 négatif en rythme annuel par rapport à l'année précédente. Aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Ah d'accord, c'est un scoop ça. C'est la nouvelle de la journée. Oui et non. C'est la nouvelle du week-end. Bon, j'annule le week-end. Je devais partir. Non, oui et non, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le consensus, c'est moins 2,2 pour le T1 et c'est plus 1 pour le T2. Donc en gros, il faudrait qu'on ait encore quelques révisions à la baisse, qui à mon avis... vous êtes en train de nous dire récession aux États-Unis? Sur les résultats des entreprises. D'accord. Pas sur l'économie. Ah d'accord. Ce qui est légèrement différent. Et donc dans cet environnement-là, j'aurais plutôt tendance à être très prudent, à pondérer plutôt sur les obligations d'État et prendre les profits sur les actions qui ont été faites depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous dites à votre cercle, Valérie? Alors, tous ces gens autour de vous, là, en cercle, qui tapent des mains, autour du feu, avec des caravanes autour. Les conseils qui ont été donnés sont à suivre absolument. Ça me fait penser à ça, je vois Valérie au milieu avec des caravanes tout autour et des Indiens. Non, on n'est quand même pas cerné par les Indiens, mais on a effectivement une difficulté parce que quand vous avez d'abord un produit qui marche très bien, là, on va parler de l'assurance vie pour reprendre celui-là, et qui effectivement a offert pendant très longtemps de très bons rendements, c'est très difficile d'en sortir. Et comme vous l'avez dit, en plus il y a certains produits qui sont encore d'assez bonne qualité. Rentrer sur des marchés à ce niveau-là, c'est aussi très compliqué parce que ça implique plus de risques. Moi, je voudrais ajouter aussi une nuance. On a beaucoup découragé tout le monde de la bourse parce que la fiscalité n'y était pas. Donc les gens ne sont pas aussi mal informés que ça. Maintenant, c'est plus le cas. Ça va mieux. C'est moins le cas. Ouais. Et ça va probablement permettre à long terme. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on voit arriver, alors dans un univers qui offre
faut beaucoup de variété. Ce que je constate, c'est qu'il faut prendre en main son épargne un peu plus qu'on ne l'a fait auparavant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se fier seulement à des produits qui marchaient bien, y compris l'immobilier, y compris les fonds en euros. Il faut aller regarder régulièrement ce qui se passe dans son épargne, dans son assurance vie et autre chose. On parlera après des livrets A et autres. Mais, et de la précaution. Après quand, dans la troisième partie de l'émission? Non, quand vous voulez, mais juste après. Et l'autre aspect, et ça veut dire que aujourd'hui, il y a une offre qui peut être structurée, qui permet de limiter le risque, mais qui bloque sur une durée plus longue. Il se passe beaucoup de choses que l'on peut arbitrer comme ça. Il peut y avoir aussi des éléments de refuge complet. Quand je vois l'image derrière vous, je me dis, l'or est pas cher, si on n'en a pas, peut-être le moment d'en prendre un peu, parce que ça fait toujours du bien. Quand vous êtes dans des taux négatifs, pourquoi pas? Mais ça reste vraiment des très fonds de portefeuille. Donc tout ça fait que on est effectivement toujours sur cette alternance et cette prudence. L'âge compte, la durée du portefeuille, tout ça est très important. Ce qui me frappe en ce moment, et juste pour finir sur les marchés avant de passer à vos thèmes, c'est qu'on a quand même d'un côté les économistes qui nous disent bon franchement sortez le parachute, et les marchés, le CAC qui est au-dessus de 5200, ça vous inspire quoi, José? Est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut... C'est pas ce que vous nous dites, vous dites qu'il faut continuer à être sur la bourse, mais il faut être sélectif, j'imagine, c'est ça? Alors être sélectif, c'est certain. Il faut investir sur la bourse. Après, le message que j'ai délivré il y a quelques minutes, c'était plus dans une thématique de long terme. De long terme, oui, bien sûr, c'est de l'allocation. J'avais bien compris. On n'était pas à 6 mois, on était à 10 ans. Après, si la question c'est à court terme, oui, est-ce qu'il faut investir en bourse? Je dis il faut être extrêmement prudent. Là, je rejoins une certaine dose de prudence. D'ailleurs, nous, dans les fonds que l'on gère, on a un niveau de cash qui est extrêmement élevé. On est autour de entre 15 et 20%. Donc ce sont c'est beaucoup. Des niveaux de cash qui sont élevés parce que on a suivi en fait notre méthodologie de nous alléger tout au long du mois de janvier, février. Honnêtement, qui aurait pu prédire que ce qui se passe depuis 1 mois et demi en bourse, avec des indices boursiers qui sont en hausse de entre 8 et 12% en fonction des marchés. Emmanuel, rapidement. Donc prudence. Pareil sur des travaux d'économistes qui ont été faits récemment. Quand vous regardez les niveaux de ratio court-bénéfice, etc., on est aujourd'hui, quand vous mettez ça en regard de l'économie, on est aujourd'hui sur des niveaux où on a toujours eu des rebonds parce qu'on était quasiment à des prix qui étaient quand même extrêmement bas. Et je suis tout à fait d'accord avec Alice est optimiste. Parce que là, on a deux poules mouillées en face. Mais parce qu'en fait, il y a un traumatisme des gérants parce que les petites et moyennes entreprises ont très fortement baissé l'année dernière, je crois. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que du coup, ça a ramené toute notre profession à ce moment difficile qu'on a tous vécu en 2008. Et donc, tout le monde craint que ça continue d'une certaine manière. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, on peut encore trouver des entreprises dont les perspectives de croissance versus les prix, les valorisations sont quand même très attractives. Alors oui, il faut être sélectif, bien entendu, puis aller sur des secteurs d'activité qui sont structurellement en croissance, par exemple la santé ou la robotique. Par hasard, les deux secteurs, peut-être la spécialiste. Je vais peut-être rajouter... Parce qu'on vous a traité de poule mouillée, je pense. Je vous connais, je sais que vous réagissez de façon assez brutale parfois. Non, je vais prendre un autre exemple en fait. Ce matin est sortie une étude vendredi matin est sortie une étude sur le prix payé par les fonds de private equity en fait en valeur d'entreprise sur EBITDA. On est au-dessus de 10 fois, ce qui est le plus haut niveau depuis je crois 15 ou 20 ans. Pour les gens alors qui que la moyenne, ça c'est la valeur de transaction des entreprises non cotées. Non cotées, voilà. Absolument. Alors que ce ratio se situe plutôt historiquement entre 7 et 8 fois. Donc là, on est quand même sur des ratios qui sont historiquement élevés. Quand on regarde le niveau de valorisation des petites et moyennes valeurs en Europe, là aussi, on est sur des ratios qui sont assez élevés. Ensuite, si vous voulez, il faut être sélectif. Il n'y a pas dans notre secteur, c'est un secteur qui est extrêmement vaste. Il y a 3000 valeurs en Europe qui sont cotées. Ça ne veut rien dire à la limite de parler comme ça de moyenne. Il faut être sélectif, aller chercher des valeurs qui sont intéressantes, pas couvertes par les analystes. Il y a de la performance à aller chercher, mais quand même, en toile de fond, je garde une certaine prudence.
Voilà, donc ça vous apprendra le traité de poule mouillée, vous voyez, il s'est défendu. Quand même Emmanuel Le Chypre. Vous avez une mémoire de poisson rouge. Allez, c'est parti. Emmanuel Le Chypre, le thème de la semaine qui vous a marqué. On croirait que c'est fait exprès, parce que c'est justement mon thème de la semaine. Vous osez quand même nous dire, là, il y a quelques minutes, ouais, alors les marchés, ils vont super bien, alors que l'économie, ça va super mal. Mais attendez, il y a 15 jours, 3 semaines, on disait quoi? Parce qu'il y a un mec qui m'expliquait que c'était les marchés qui faisaient l'économie. Mais on disait, on disait que s'il y avait un danger pour l'économie, il viendrait des marchés. Et qu'est-ce qu'on avait jusqu'à il y a quelques semaines? On n'arrêtait pas de vous dire que l'économie ça allait bien et que c'était les marchés qui broyaient du noir. Et là parce qu'on a eu 15 jours de... Putain, les gens des marchés, ils sont incroyables. On a eu 15 jours de marché à la hausse, alors ça y est, tout de suite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux vous dire que tous les indicateurs économiques qu'on a eu là ces derniers jours, ils sont plutôt bons et ils confirment tout ce qu'on n'arrête pas de vous dire depuis le début de l'année. Prenez les données dures, c'est-à-dire les données INSEE, chiffres, etc. Prenez les données très molles comme les données de confiance, etc. Prenez les données intermédiaires comme les données de l'APEC ou des choses comme ça. Et ben, tout vous dit que il y a même des prévisions. Bon, tout va bien. Il y a même des prévisions de rebond de la croissance au deuxième trimestre. Valérie, donc le thème de la semaine. Plutôt bon. Laissez-le parler. Le thème de la semaine. Il y a un troisième pôle en fait. Il y a les marchés, il y a l'économie, et puis maintenant il y a l'incertitude politique. Et moi, je reviens des États-Unis. Le degré de déliquescence politique autour des conflits entre la Chambre des représentants, pour ne pas la nommer, et le président, les enquêtes qui arrivent, l'histoire du mur. Après, on va voir la question d'une négociation commerciale qui effectivement est loin d'être aboutie, et quand bien même il y aurait un mémorandum dans les délais fixés, il faudra bien plus de temps pour en voir les conséquences. Mais globalement, le monde des affaires s'inquiète parce qu'il y a cette incertitude latente, parce que la Chine, ça va pas bien, et tout ça crée en fait cette inquiétude généralisée qui met tout le monde un peu en retrait. Christophe Barrot, le thème de la semaine pour vous? Alors moi, c'est la presse qui a fait un petit focus sur une étude de l'ONU qui montre qu'à partir donc de cette année, pour la première fois de l'histoire, la population des personnes âgées de plus de 65 ans dans le monde sera supérieure à la population des enfants de moins de 5 ans. Donc ça met en lumière en fait un vrai challenge démographique et qui explique aussi peut-être pourquoi les taux d'intérêt très long terme sont si bas. Je suis d'accord. Et ça explique l'explosion des couches. Des phénomènes structurels. Absolument. Des couches pour les vieux par rapport aux couches pour les jeunes. Au Japon, il faut dire qu'on vend plus de couches pour les vieux que pour les jeunes. Vous savez ça, Emmanuel? Ça va nous concerner bientôt, ça. C'est toujours bon pour la thématique santé, j'ai l'impression que... Alice, ça reste des couches. Les couches, ça reste des couches. C'est pas la même taille. Alice. Non, moi c'est pour rebondir sur, justement pour la Chine dont vous parliez. En fait, la Chine a annoncé lundi, dans le cadre de son grand plan que vous connaissez, Made in China 2025, ils ont décidé en fait de créer un genre de Silicon Valley, en tout cas pour concurrencer la Silicon Valley, et de désenclaver d'une certaine manière Macao et Hong Kong en les reliant en fait à 7 autres villes chinoises. Alors ils ont déjà fait des ponts. Bon, il faut encore que le gouvernement de Hong Kong, que les dignitaires de Hong Kong soient d'accord, parce qu'il y a quand même un régime semi-autonome. Mais enfin, si on met en fait toute cette nouvelle région qui est censée être la nouvelle Silicon Valley, c'est 15e PIB mondial. Donc c'est quand même pas négligeable. Et l'idée, c'est évidemment d'avoir des smart cities, de créer des incubateurs et donc de devenir un pôle très dynamique. Donc évidemment pour la jeunesse, ça peut être un endroit intéressant. Moi, j'envoie mes enfants là-bas la semaine prochaine. On aurait pu prendre comme statistique l'émission de la semaine, c'est le bordel, l'évolution du nombre de licornes. D'accord. Et 0 licorne chinoise en 2013. Aujourd'hui, vous avez plus d'un tiers des licornes dans le monde qui sont chinoises. Ok. José, le thème de la semaine pour vous? Alors mon thème, c'est les introductions en bourse. Merci. Alors introduction en bourse, pourquoi? C'est un sujet en fait qui tient à cœur pas mal les Français. Pour eux, bourse égale introduction en bourse. Et c'est vrai que quand on regarde historiquement les introductions en bourse en France, tout au moins. Il faut être là aussi extrêmement sélectif. On a fait une étude depuis 2013 en fait sur la performance des sociétés qui rentrent en bourse. Et c'est dégueulasse. Et c'est franchement pas terrible. Et donc vous dites quoi? Ne participez pas aux introductions en bourse. Alors il faut participer de façon encore une fois extrêmement sélective. C'est le mot que j'ai appris avec sur le marché français. Par contre, en Europe, la Palme d'Or revient à la Suède. Plus 48%. Performance moyenne des introductions en bourse depuis 2013. Allez, on passe au top 3 des gérants. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Alors, c'est significatif du rebond de la bourse, mais
Franchement, je regardais, je pensais qu'il y avait une erreur sur mon tableau Excel, mais Romain Burnand, une des grandes stars de la place de Paris, 17,6%. Le hasard fait bien la chose. Alice, vous êtes en hausse de 16,5% et vous êtes deuxième. Merci. Eric Blaine est en troisième position avec 16,2%. Alice, j'ai vos positions, vous nous dites ce qu'on garde ou pas. On a Rekit Benckiser, est-ce qu'on garde? Non, moi je pense que je sortirais. Atos. Atos, je sors aussi. Orpea. Orpea, je garde. ABB. ABB, je garde. Ils sont en train de se recentrer. IPG Photonics qui fait 36% de hausse. Leader mondial des lasers industriels. On garde ou pas? Non seulement on garde, mais on renforce. Teradyne. Teradyne, on garde. 30% de hausse. Et qu'est-ce qu'on achète? Franchement, vous avez un portefeuille qui a cartonné là, depuis le début de l'année. Et bien, tant mieux. On achète des exosquelettes. Vous connaissez les exosquelettes? Je vous fais ça très rapidement. C'est quelque chose qui vient plutôt du militaire. Comme beaucoup d'innovations, c'était l'armée israélienne qui avait développé ça pour faire le soldat augmenté. Et en fait, donc c'est comme des armures externes, des squelettes externes. Et en fait, c'est parti dans le civil et notamment en fait dans toute l'industrie de la santé pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont eu des AVC, des problèmes à la moelle épinière, où on fait maintenant une rééducation extraordinaire et surtout, ça permet à des gens de remarcher là où en fait. Par exemple, avec ça, Emmanuel peut faire le marathon de Paris. Par exemple, voilà. Anthony Morel, notre ami Anthony Morel, il a présenté un exosquelette pour faire du ski. C'est génial. Exactement. Et donc, on achète quoi, des exosquelettes? Et on achète une société américaine qui s'appelle Exobionics, qui elle a en plus Exo, alors E-K-S-O. Exobionics, voilà, qui en plus d'avoir les applicatifs santé et une validation FDA, donc des autorités américaines, ils ont aussi fait un deal pour toute la partie industrielle avec Ford par exemple, où ils ont construit ce qu'on appelle les exo-vestes. On sait qu'en moyenne, quelqu'un qui travaille sur une chaîne de production industrielle, en tout cas un ouvrier, fait à peu près 1 million de gestes par jour, par an, répétitifs. Il y a encore des gens sur des chaînes industrielles. Et en fait, il y en a encore. Et si vous leur mettez justement ces vestes, vous savez qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec les bras au-dessus comme ça. Et donc ça crée des pathologies, des problématiques importantes, des accidents du travail. Et donc ces vestes, ils ont fait un deal avec Ford et ils équipent maintenant énormément d'usines. Et ça va continuer. Donc je crois beaucoup aux exosquelettes. Petit bémol, petite capitalisation, donc faire un petit peu attention et une volatilité très impressionnante. José, vous avez le privilège des bisous, vous avez le droit à 2 valeurs. 2 valeurs de la semaine. C'est extraordinaire. Magnifique. Qu'est-ce qu'on achète? Alors on va acheter une société hollandaise qui s'appelle Interxion. Interxion, c'est une société donc, qui est spécialisée sur la gestion de data center. La gestion de data center donc, qui surfe sur tout le marché donc, des data, l'utilisation des données, des télécommunications, etc. C'est une entreprise qui fait à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, extrêmement rentable. Donc ça c'est la première. Qui dit extrêmement rentable dit bonne valorisation ou pas? Bonne valorisation, oui. Mais ça vaut quand même le coup d'y aller. Ça vaut le coup. Je vais vous dire une petite chose. On est actionnaire de cette société depuis 2013. Ça valait à peu près 14 fois l'EBITDA quand on est rentré et ça vaut aujourd'hui 14 fois l'EBITDA et le cours a fait x3. C'est marrant. C'est une entreprise qui va. Je rappelle que très, vous êtes à la financière de l'échiquier. Vous avez des positions à très longues. Très longues. Emmanuel, vous vouliez. Moi j'ai une question parce qu'en fait, on nous a dit beaucoup dans l'émission, il faut être sélectif. Ouais. Et concrètement, je veux être sélectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde quels critères Très rapidement, José. Je vais être sélectif, ça veut dire. Quand on dit je vais être sélectif, c'est-à-dire les quelques quand je vois une boîte, on me dit il faut être sélectif. Je regarde quoi? Pour regarder le management. Vous regardez la force de la force de la société, le business model, sa rentabilité, sa génération de free cash flow. Il y a tout un tas d'indicateurs. Et puis, vous faites aussi quand même, vous jetez un petit coup d'œil sur la valorisation. Tout a un prix pour nous. Et là aussi, il faut faire, je pense, attention à la valorisation de la société. Très rapidement, le deuxième, on va faire un truc là-dessus. Très rapidement, la deuxième. Ouais, deuxième idée. Alors, deuxième idée, c'est une société française qui s'appelle Neoen, un des acteurs, un des leaders mondiaux des énergies renouvelables. Là aussi. Je veux pas être méchant, mais c'est le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure, parce que là, c'est une introduction récente. Alors là, juste. Ouais. Mais ça ne veut pas dire ne pas. J'ai suivi. Absolument. Mais être sélectif, ça veut dire aussi choisir parmi les introductions en bourse. On en a fait d'autres. Hein. C'est-à-dire, on en voit énormément. On investit assez peu. On a investi dans Neoen. On a investi dans Worldline il y a 3 ans. Donc, vous voyez, c'est assez sélectif parmi les dizaines et dizaines d'entreprises qui s'introduisent en bourse. Mais Neoen, effectivement, fait partie des sociétés dans lesquelles on a investi. D'ailleurs, depuis. Ça a plutôt bien fonctionné. Ça veut dire qu'elles sont introduites trop chères, toutes ces boîtes, en fait, alors. Souvent trop chères. Souvent très très cher et souvent sur des business plans qui sont
souvent sur des business plans qui sont totalement intenables et quelques mois après, il y a des profits tournés. Allez, une seconde. Malheureusement, c'est le marché français des introductions en bourse qui marche pas bien. Parce qu'il y a des problèmes de flux. En réalité, ça marche très bien. Mais la bourse en France ne joue plus vraiment bien son rôle. Et ça mériterait une émission complète sur le sujet aussi. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Le Chypre ne sera pas là. Encore meilleur dans 15 jours.